Palme d'Or et un Lion d'Or pour des réalisatrices en 2021. Jean-Christophe, on sait quelque chose, c'est une double récompense inédite dans le monde. La France qui détient tous les atouts d'une production indépendante forte et reconnue. Alors comment maintenir et comment renforcer ce système vertueux? Quelles expertises et quelles collaborations tire-t-il de cette expérience internationale? Je le disais, on va en parler toutes et tous ensemble, bien évidemment. J'avais envie d'ailleurs qu'on fasse peut-être un premier tour de panel ensemble. Quand on parle de modèle français, on parle de quoi exactement pour vous? Est-ce qu'on parle de cette production forte pour une exportation qui l'est tout autant? Est-ce qu'on parle plutôt du système de financement, de la création qui permet de faire émerger les talents? Est-ce qu'on met plutôt le focus sur la façon dont ce modèle français est perçu à l'international? Marine, peut-être, pour démarrer. Je pense qu'il vaut mieux interroger les producteurs d'abord. Ok, partons sur Jean-Christophe alors. Non, mais il y a plein de questions, mais la première, c'est qu'on a une énorme diversité de création et qu'on a aussi un public et donc des partenaires financiers qui sont capables d'audace et de curiosité sur des premiers films et de capacité de diversité. Et je pense que c'est ça qui permet après la diversité de la création et donc la diversité de l'exportation aussi. Merci infiniment. Didar, ce modèle français, il représente quoi pour vous quand vous en parlez avec vos équipes et vous produisez des films incroyables, surtout à l'international et en coproduction internationale s'il en est? Comment est-ce qu'il brille ce modèle? On vous dit quoi? Je pense qu'on a une réputation à l'étranger pour être un pays de cinéma où effectivement, comme a dit Jean-Christophe, on est très reconnu pour une cinématographie très diversifiée, exigeante, ambitieuse, et c'est aussi parce qu'on a une politique culturelle très forte qui nous aide en fait à développer et à aider nos auteurs à maintenir leur liberté d'expression tout en trouvant le moyen qu'ils travaillent en étant dignement payés, le temps qu'il faut pour développer, très très important pour nous. Et je pense que ça, en France, c'est quelque chose qu'on regarde avec beaucoup de jalousie dans d'autres pays, qu'on ait la possibilité de développer des films ambitieux, et particuliers et singuliers. Et par ailleurs, on a des partenaires, effectivement, qui nous aident à financer ces films. On est aussi dans un pays où on a un peu les champions de l'export, c'est un peu le sujet du jour. On a une trentaine de distributeurs en France, ce qui est très rare dans le monde. Je pense qu'il n'y a pas un pays qui ait autant d'exportateurs. Donc il y a vraiment une expertise aussi de l'export en France qui est très particulière. On a évidemment aussi la chance d'avoir un festival de cinéma qui est le Festival de Cannes, qui est quand même la plaque tournante du cinéma mondial. Donc avec tout ça, je pense qu'on a quand même beaucoup de chance et qu'on est regardé avec envie dans d'autres pays. Plaque tournante et tectonique des plaques de la création. Toufik, pour vous, ce modèle français, il passe par quoi d'abord? Quoi? Bon, déjà, ils ont tout dit, les collègues, Jean-Christophe et Didar. Il passe par quoi? L'exception culturelle, arriver à faire des films singuliers, comme elle dit Didar. Et c'est vrai qu'en France, on a la possibilité de faire naître des choses, des films, en gros, mais avec une liberté totale. Et je pense que c'est cette liberté totale qui fait qu'on arrive à faire naître des films en France qui deviennent pour l'étranger des films, justement, des pays dans lesquels ils n'ont pas cette liberté-là et cette capacité-là. Valérie, sur la création documentaire, ce modèle français, comme le dit Toufik, c'est avant tout pour sa liberté qu'il est reconnu quand vous allez chercher des coproducteurs, des équipes, notamment en coproduction à l'international. C'est le mot qui ressort ? Oui, mais c'est aussi parce qu'on a un circuit complet de financement. C'est vrai que vu qu'on peut faire émerger les talents dès l'écriture, donc je viens compléter ce que vous dites, mais l'écriture, le développement et la production, ça compte beaucoup. Notre autre possibilité, vu qu'on a ce circuit, avec des aides multiples, on peut aussi produire des auteurs qui ne sont pas français. Donc on a la possibilité à la fois de produire nos jeunes réalisateurs français, nos réalisateurs français confirmés, mais aussi d'autres ailleurs dans le monde qui n'ont pas les mêmes circuits. Donc c'est ce qui fait aussi notre différence, c'est-à-dire que les producteurs français produisent des Français et des étrangers. Donc c'est aussi notre chance, et la diversité, elle passe aussi par ça.
liberté, égalité, donc si je l'entends bien, et production et export. Justement, ce travail de production et d'accompagnement, il commence dès le court-métrage. Valérie le soulignait, pour accompagner les talents dès l'écriture. Toufik, pour vous, ça reste une rampe de lancement pour faire éclore les futurs talents à l'export ? Oui. Mais pour l'export et pour notre pays en lui-même, c'est que le court-métrage, c'est un vrai laboratoire. C'est dans lequel, en fait, une grosse majorité du travail se fait. Je pense que c'est un format très important qu'aujourd'hui, en France, on aura peut-être tendance à dénigrer parce que le marché devient très compliqué. Mais nous, Srapfilm, on a fait naître Lajli grâce au court-métrage, Alice Diop, Nadège Loiseau, Julien Guetta, Dominique Baumard, et il y a eu des parcours derrière très intéressants, à l'Inter, comme en France sur des typologies de films. Le court-métrage est primordial, c'est un vrai laboratoire pour le producteur et la découverte du talent de l'auteur. Et qui vous permet justement de les faire grandir. Je vais revenir vers vous, évidemment, sur vos expériences particulières d'accompagnement des équipes et des talents sur les courts-métrages. Mais Marine, par exemple, pour vous, ça a été un travail important dans la façon dont vous êtes passée d'abord du journalisme, justement, sur le cinéma, de sa critique, à en faire justement des films vous-même. Le court-métrage, c'était une étape sine qua non pour pouvoir réussir à affiner vos projets. Alors bien sûr, le court-métrage, c'est une étape extrêmement importante dans le parcours d'un réalisateur. Moi, j'ai aussi beaucoup appris en tant qu'assistante réalisatrice. Donc j'avais à la fois une expérience de terrain sur le film des autres, et entre les tournages de longs-métrages que je faisais, j'écrivais et j'essayais de réaliser mes propres courts-métrages. Donc évidemment, ça a été une étape importante. Après, c'est pas vraiment ça qui, pour moi, a déclenché le passage au long métrage, mais en tout cas dans l'appréhension de ce que c'est que d'abord l'écriture, parce qu'en fait, en tant que réalisateur en France, on passe énormément de temps à écrire, c'est même la majorité de notre temps. Donc déjà, c'est un apprentissage qui est nécessaire et qui permet de prendre ses marques, de savoir comment on est à l'aise ou pas avec l'écriture, d'éventuellement se trouver des partenaires. Et puis ensuite, ça permet aussi d'être sur le terrain, de savoir comment on se sent dans la direction d'acteur, dans le rapport à l'équipe, dans le rapport avec un producteur. Donc oui, c'est une étape importante. Mais après, c'est vrai que pour moi, ça n'a pas été déterminant pour le passage au long. Ça a été assez découplé, en fait. Mais tout de même un ingrédient sur lequel aujourd'hui cette carrière pour vous finalement serait peut-être un petit peu moins diverse, un peu moins plurielle, serait peut-être un peu moins en relief. Non, en fait, moi, j'ai vraiment un parcours qui se dessine aujourd'hui à travers le trajet de mon premier long métrage, donc qui s'intitulait Le Semeur, et qui est un film qui a été peu exposé en France. En fait, il a eu une petite sortie, alors qu'en fait, à l'étranger, ça s'est vraiment très bien passé. Il a fait une belle carrière en festival, avec un prix du meilleur premier film à San Sebastian qui a été son tremplin. Et ensuite, en fait, il a été acheté aussi par beaucoup de pays, les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin voilà. Et du coup, il y a eu une belle réception, notamment aux États-Unis. Il a fait énormément de festivals aussi. Il a quand même fait un trajet en salle qui était honnête. Il a été bien reçu. Donc, il y a eu une visibilité un peu de mon travail à l'international qui finalement me conduit à faire évoluer mon travail beaucoup plus que ce qui s'est passé en France. Et d'ailleurs aujourd'hui, j'ai eu une proposition qui venait de l'étranger pour travailler sur un projet qu'on m'a proposé d'écrire et de réaliser, mais qui est une proposition venant d'une productrice américaine. Donc voilà, le trajet se dessine à l'aune de l'exposition de mon film, en fait. Bon, ce 11 janvier ne pouvait démarrer sous de meilleurs auspices, si en effet on a des propositions justement internationales qui arrivent notamment pour vous. Et ça, c'est important, la façon dont justement ce long métrage a permis d'abord de séduire l'international pour ensuite avoir une carrière en France. C'est tout l'objet justement de notre débat aujourd'hui. L'accompagnement bien évidemment, mais la vitrine aussi de ces œuvres que sont les festivals et les tournées internationales. Vous êtes plusieurs ici à être des heureux habitués de ces palmarès. Évidemment, Marine, on vient de le voir. Jean-Christophe aussi, honneur à la Palme d'Or avec vous, bien évidemment, puisque Titane a subjugué Cannes, mais pas seulement. Il a été jugé trop audacieux pour l'Académie des Oscars, certes, mais
Un tel prix, c'est quoi? C'est une bénédiction ou c'est un titre qu'il faut défendre tous les jours? Oh non, c'est une bénédiction. Il n'y a pas photo. Non, c'est incroyable. En plus, le film n'était pas... Enfin, je veux dire, personne n'attendait ça, donc c'est encore mieux. C'est vraiment génial. Et puis, ça met en avant... typiquement, on est sur un film on est sur une proposition très forte qui reflète bien toute la force de la création française, qui est un film. Julia Ducournau son premier film avait déjà été très présent à l'international, acheté par les Américains. Elle est déjà très présente sur le marché anglo-saxon, presque plus identifiée à l'international qu'en France. Et là, avoir cette reconnaissance-là, non, c'est qu'une bénédiction. Il se trouve que le film était déjà prévendu dans le monde entier. Donc, ça a fait que renforcer la confiance qu'ont donné les acheteurs dans le film. Et ça donne aussi la possibilité à un film qui en France a été interdit au moins de 16 ans, qui est un film d'auteur, un film de genre, un film qui a plein d'étiquettes différentes, de montrer que ce film-là peut plaire à tous les pays du monde, peut exister, alors que c'est sur le papier une proposition extrêmement radicale et audacieuse. Donc c'est génial. Est-ce qu'il y a un territoire dans lequel le film a su séduire qui vous a peut-être plus surpris que d'autres? Il se trouve que là, comme on est sorti quand même en temps de Covid, on est dans c'est un peu plus dur de lire les chiffres de sortie, mais ce qu'on avait déjà identifié avec Grave et ce qui s'est confirmé là, c'est que les anglo-saxons, c'est États-Unis, Angleterre, lisent très bien ce genre de proposition. Étonnamment, l'apprécient plus qu'en France. Et le lisent pas du tout de manière psychologique comme on l'a fait en France. Il y a vraiment une autre lecture. Il n'y a aucun souci de questionnement de genre, de pas de genre. Je parle de genre du film ici, dans une catégorie de genre. Et la deuxième chose, c'est des pays dits Amérique latine, Espagne, Mexique, où on sait que pour le coup, pareil, ils ont une culture, pour le coup, du cinéma de genre. Or que là, pour eux, on est plutôt déceptif normalement. Mais en fait, ils sont tout à fait preneurs de ce renouvellement. Donc voilà, mais c'est de voir que que le film est allé dans le monde entier, alors que sur le papier, on est comme sur un film en langue française, très, très particulier. Donc c'est super. Je le disais tout à l'heure, les années 2020 nous apprennent à être plus que jamais créatifs et agiles et à rester sur nos gardes et à être inventifs. Si vous deviez le refaire, vous le feriez de la même façon, justement, la façon de pouvoir faire briller à l'international une proposition comme Titane, ou est-ce que finalement c'est un heureux hasard qui s'est construit au fur et à mesure des conditions qui arrivaient sur votre chemin? Non, parce que la vérité sur le film, c'est qu'on a prévendu avant Cannes, donc avant la PAM, le monde entier, et qu'on a prévendu, et je l'ai même fait moi en tant que producteur en direct, aux distributeurs américains au moment du scénario. Donc en vrai, on a préparé, en tout cas l'exportation du film et la distribution internationale du film était préparée en amont. En espérant que ça se passe bien, et ça s'est bien passé. Mais ça veut dire que dès les Américains, Eniol, les distributeurs américains, a préacheté sur scénario. Et donc ça c'est pareil, c'est génial parce que le scénario, c'était encore plus dur à lire que le film, puisque voilà, le film c'est le meilleur du scénario, et dans notre cas, et donc et vraiment ils y sont allés, et donc ça c'était super. Et c'est aussi après un gage de soutien et d'encouragement, et c'est des formidables partenaires qui nous permettent aussi de considérer leur avis au fur et à mesure de la fabrication du film, tout en étant, et ça c'est dans les règles qu'on avait fixées dans la collaboration avec Julia, avec les partenaires, c'est un système de financement très, très multiple, de manière à ce qu'aucun partenaire n'ait le contrôle, de manière à ce qu'on garde le contrôle. Donc personne n'avait le droit d'intervenir sur le film à part nous. Et après, on a tenu ça jusqu'au bout. On n'a pas le droit de changer l'affiche à l'international, pas le droit de faire de bande-annonce, pas le droit de toucher au titre. Enfin, on a pris... et ça, c'était on va dire un marketing ou une stratégie pensée dès le début avec Julia pour avoir le contrôle, avoir des éléments forts et les maintenir, et que la communication soit tenue par nous et pas par nos partenaires. Et tout le monde a suivi ça, et ça c'est aussi super.
parce que je pense que c'était le bon chemin. C'est assez exceptionnel d'ailleurs comme façon de procéder avec vos partenaires à la distribution et à l'international. Vous le dites, c'est une règle à laquelle ils se sont pliés finalement de façon assez unanime et assez simple. C'est quelque chose que vous réussiriez à refaire sur d'autres projets, ou ça tenait vraiment à l'exceptionnalité, si j'ose dire, de Titane? Là, en l'occurrence, ça tient aussi à la je ne sais pas si personnalité est le bon mot, mais à la vision créative de Julia de son travail, qui pousse ça jusqu'au bout. Et c'est que notre distributeur France, qui est Diafana, travaille ici avec Xavier Dolan, qui disait que c'était le même fonctionnement. Xavier Dolan fait ses bandes annonces, fait ses affiches. Je crois qu'il fait aussi son montage et ses costumes, mais en tout cas, c'est penser toute son œuvre. Et alors, peut-être que parfois, ça peut être dans une mauvaise direction. Peut-être qu'à ce moment-là, les acteurs du marché discuteront de ces choix. Mais en l'occurrence, quand c'est un choix pertinent, c'est-à-dire quand c'est une œuvre vraiment radicale et différente, et que vous trouvez des éléments forts pour en parler, idéalement, c'est mieux que ça vienne de la... Enfin, là, en l'occurrence, je pense que c'était très bien. Et d'ailleurs, tout le monde, en voyant les éléments définis par Julia, discuter avec Julia et les distributeurs, tout le monde suivait les choix, quoi. Voilà. Très intéressant. On garde justement cette solution et cette idée en tête. Toufik, je crois que vous avez une expérience un peu différente pour le coup sur Les Misérables, mais là aussi, ça a été un moment important pour vous en tant que producteur, pour accompagner aussi au départ ces talents-là, mais surtout pour la carrière à l'international du film. Comment est-ce que ça s'est passé exactement ? Pleine de surprises, déjà. Donc, ça a été un accompagnement. Nous, on est une jeune boîte de prod avec Christophe, avec qui je produis. Donc, on a avancé avec... il y avait Well Bunch, Vincent Maraval, qui avait une très grande maîtrise d'une campagne d'Oscar, de comment essayer de gérer l'international. On a été beaucoup présent sur le territoire américain. On a fait beaucoup de projections pour justement essayer d'arriver à aller jusqu'au bout, en fait. C'était voilà, après, avec l'aventure des Misérables, c'est arrivé un peu comme ça. D'un coup, tout s'est passé très rapidement. C'était très linéaire. Donc on s'adaptait beaucoup à la situation et à l'accompagnement du film qui était toujours plein de surprises, de ses nominations, des prix qu'il gagnait. Je ne sais pas quoi rajouter. Non, ce qui m'intéresse dans ces questions-là et dans ces succès absolument, encore une fois, uniques, chacun en leur genre, c'est d'essayer de comprendre comment cet international est tombé comme une bénédiction ou a accompagné finalement la carrière. Sans l'international, est-ce que Les Misérables, est-ce que Titane aurait eu le même écho ? Il a eu un écho... Après, Les Misérables a eu un écho en France et à l'international. C'est que c'est devenu un film, je pourrais dire limite un peu sociétal, on va dire. Mais ça, c'est à la sortie de Cannes, il y avait cette sensation-là, même si le film n'était pas encore sorti, il est arrivé plusieurs mois après. Je pense que l'international, ce qui s'y passait, n'a pas eu un gros impact sur ce qu'il aurait pu être en France. On était un peu loin de tout ça. Et c'est sûr que quand on a été dans le palmarès et que derrière on a eu Amazon qui a acheté le film sur le territoire US, avec dans plein d'autres pays l'envie et l'ambition de se dire des sorties salles avec des distributeurs indés et aux États-Unis Amazon, c'était une des stratégies qui avait été validée avec Well Bunch chez Maraval. C'est ce qui s'est... comment dirais-je, il y avait à l'international, c'est vrai, cette envie et cette curiosité d'aller voir ce premier film, parce que Ladj, en plus, personne ne le connaissait, donc c'était d'autant plus surprenant. Voilà, il a accumulé beaucoup de choses comme ça, le film, et je pense qu'il a attisé beaucoup de curiosité, il gagnait des prix. Oui, c'est...
Non, parce que ce qui est formidable, c'est qu'elle nous donne vraiment, encore une fois, l'incarnation et l'illustration que ces carrières à l'international, dans les festivals, dans les grands marchés, bien, ça permet d'être des leviers réellement pour la carrière de vos auteurs et de vos autrices, pour vos sociétés, pour vos projets en cours. Didar, si je me retourne d'ailleurs vers la création de Manekit, depuis sa création même, vous avez porté 16 longs métrages, si je ne dis pas de bêtises, français, internationaux, sélectionnés, primés à Cannes, à Venise, en passant par Toronto et San Sébastien, justement, également. Qu'est-ce qui fait la différence pour vous? Est-ce que quand vous prenez un projet, au départ, vous dites c'est une œuvre qui va pouvoir porter haute ses couleurs sur ces festivals, ou est-ce que finalement, parfois c'est aussi pas mal, c'est un heureux hasard du contexte, des envies aussi des jurés, des envies des spectateurs et spectatrices à ce moment-là, ou est-ce qu'on sait quand même un petit peu, au bout d'un moment, est-ce qu'il va faire l'ingrédient ou les ingrédients d'un film, d'une œuvre qui va fonctionner à l'international? Moi, avant d'être productrice, j'étais directrice des ventes internationales d'une société qui s'appelle aujourd'hui Playtime, qui s'appelait Film Distribution. Et donc, j'ai exporté énormément de films français et étrangers pendant 8 ans. Ce qui fait que dans mon ADN de productrice aujourd'hui, c'est quelque chose, effectivement, qui fonctionne toujours un peu dans ma façon d'appréhender les films que je vais commencer à développer, à produire, en me posant toujours un peu la question, consciente ou inconsciente, de sa valeur sur le marché international. C'est comme ça que moi, j'ai développé aussi ma cinéphilie à travers ces auteurs français, étrangers, et quelle était leur place sur le marché international. Donc effectivement, quand je m'engage avec un réalisateur, je me pose toujours un peu cette question. Après, ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'intéresser qu'aux auteurs qui vont avoir un potentiel d'exposition sur l'international. Chaque film est un prototype et chaque film a son parcours. À nous, producteurs, de s'y adapter et d'accompagner les auteurs dans la vie de ces films. Après, ce que je trouve super intéressant dans ce que Jean-Christophe et Toufik ont raconté de leur expérience très forte et des expériences de rêve un peu pour nous producteurs, c'est aussi la rencontre d'un film et d'un auteur avec un festival qui est finalement un endroit qui est le premier endroit où un film va rencontrer son public. Et ça, bien en amont, en fait, de l'exploitation en salle. Et c'est un moment clé pour toute l'industrie et pour nous, producteurs, pour la carrière d'un auteur, pour la carrière du film. Parce qu'à partir du moment où, si on prend l'exemple de Cannes, qui a été un endroit clé, je pense, pour certains de mes films et pour les films que vous avez mentionnés tout à l'heure, c'est un festival où on a une sélection d'une dizaine, vingtaine de pays, où on a des distributeurs, des journalistes du monde entier qui viennent regarder ces films et couvrir en fait cet événement-là. Il y a aussi un marché derrière, avec tous les distributeurs du monde entier qui viennent acheter des films pour l'année à venir pour leur pays respectif. Donc à partir du moment où un film est montré pour la toute première fois, si les spectateurs et les journalistes réagissent bien à ce film-là, que par ailleurs il y a un prix qui vient consacrer ce film-là, c'est une exposition énorme. Et donc c'est un levier énorme pour la carrière du réalisateur, du producteur, mais aussi un outil de promotion incroyable pour le vendeur international qui va exporter le film à travers le monde. Donc ça explique aussi à quel point l'international est important pour nous producteurs. Et c'est pour ça qu'on a énormément de chance d'avoir un festival comme celui de Cannes, d'avoir des vendeurs avec une expertise aussi forte. Et on est tous effectivement très attentifs à cette première rampe de lancement qui est clé. Évidemment, les expériences heureuses finissent par emmener le film très très loin. Il peut y avoir des expériences douloureuses aussi, mais en tout cas, aujourd'hui, après 2 ans de festivals en dents de scie, d'événements physiques qui n'ont pas pu avoir lieu, etc., on se rend compte d'autant plus de l'importance en fait de ces endroits où on se rencontre tous, où il y a un véritable buzz qui est créé
par les journalistes, par le public autour d'un film, et qui fait qu'un film se lance avec une sorte d'urgence à être distribué, à être acheté. Et donc, à partir du moment où on n'a plus ces endroits pour se rencontrer, même si on a tous été très créatifs, je pense, Unifrance en premier, nos vendeurs, pour essayer de créer d'autres moyens, finalement, de communiquer autour de ces films, on sent à quel point ça manque aujourd'hui pour exporter nos films et les faire exister à l'international. J'étais un peu longue, pardon. Non, mais au contraire, j'ouvre la question à l'ensemble du panel, bien évidemment. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à lever la main. On l'a vu pour Jean-Christophe et pour Titane, par exemple. Finalement, c'est d'abord les signatures à l'international qui ont fait ensuite venir l'intérêt en France, si j'ai bien compris, pour le film lui-même. Ça vous est déjà arrivé que finalement, un projet que vous pensiez destiné pour le marché français fonctionne très bien à l'international et du coup est cette carrière un petit peu inversée, d'abord acheté à l'international, il mène une vie auprès des spectateurs et des spectatrices à l'étranger et ensuite, tiens, en deuxième fenêtre, la France se dit on est peut-être passé à côté de quelque chose. Valérie, ça vous est déjà arrivé ça sur le documentaire ? Non. D'accord, ok, merci, je vais changer d'interlocutrice. Je me permets de préciser que c'est pas le cas sur Titane. Pardon, il y a un malentendu. On a prévendu le film aux étrangers, mais en même temps, on avait des partenaires français. Et on est sorti en France le 14 juillet, qui était le jour de la projection cannoise. Et le film est sorti aux États-Unis le 1er octobre, juste après. D'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que au final, le film fait 350 000 entrées monde en temps de Covid, salle, et 300 000 entrées en France. Donc au final, le film existe autant dans les deux. Voilà. D'accord. Ce cas de figure s'est déjà présenté ou jamais je passe à ma question suivante ? Non. Le cas de figure où justement le film connaît d'abord une carrière fulgurante à l'international, puis ensuite attise l'intérêt du marché français. Ça vous est arrivé, Dida ? Je pense que c'est pour suivre un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un phénomène de consécration d'un film dans un festival en amont de son exploitation en salle, évidemment le distributeur va en bénéficier au moment de la sortie du film. Donc s'il y a un engouement incroyable autour d'un film, il va s'en servir au moment où il va sortir le film, parce que la presse l'aura porté en amont et continuera à en parler au moment de la sortie et évidemment tout ce qui fait parler à l'étranger a un écho très positif au moment de la sortie nationale. Évidemment, ça peut se passer. Valérie. Pour compléter, oui, en documentaire, évidemment, l'impact est plus fort si le festival est international. Hein. Une première française pour un film qui mériterait une première mondiale, c'est moins bien que d'abord une première mondiale à Sundance, IDFA ou Berlin. Donc oui, mais c'est pas forcément une rencontre avec le public d'abord en salle, c'est d'abord une rencontre avec les professionnels sur des festivals internationaux. Et là, évidemment, du coup, le film revient ici avec auréolé de sa réussite sur des festivals internationaux. Donc oui, dans ce cas-là, oui. Du côté de la réalisation, justement, Marine, est-ce qu'on se dit, quand on écrit, qu'il y a des films qui vont être plus portés, justement, par ces vitrines, par ces rampes de lancement que d'autres ? Et est-ce que c'est aujourd'hui un critère de choix dans les histoires dont vous avez envie de témoigner ? Alors, je peux parler que pour moi, parce que chacun a sa façon d'aborder les projets. Moi, j'ai un désir très fort de faire des films qui peuvent parler à n'importe qui. J'aborde vraiment mes projets avec cet objectif-là au départ. C'est-à-dire que j'ai un désir, c'est même pas un calcul ni un choix, en fait. J'ai un désir d'aborder les histoires en y trouvant un sens qui puisse faire traverser les cultures, les nationalités. Qui fasse sens parce qu'il a des caractères humains qui traversent les frontières. Donc c'est plutôt comme ça que moi j'aborde mes projets. Et j'ai une envie aussi, c'est vrai, de mélanger les cultures, de travailler même avec des partenaires de différents pays. Donc j'ai très envie, oui, de ce mélange-là. Donc ça oriente après parfois le trajet des narrations que je choisis de développer. Et par exemple, à côté de ce projet franco-américain que j'ai commencé à développer, je me suis lancée dans un projet d'envergure vraiment avec une thématique internationale pour lequel je viens d'avoir une aide à l'écriture du CNC et qui est un projet de thriller géopolitique. Et donc voilà, ça me permet effectivement de nourrir mes projets avec cette envie de pouvoir parler à différents pays
et d'envisager le projet aussi avec une exposition à l'international. J'aborde jamais mes projets en me disant tiens, est-ce que ça correspond au marché français, est-ce que le public français va aimer le film. J'apporte vraiment pas du tout les choses comme ça. J'essaie de d'abord j'essaie de trouver quelque chose qui me parle à moi, et puis ensuite j'ai vraiment ce souci de me dire est-ce que ça peut parler à quelqu'un qui va se trouver en Chine ou au fin fond du Calvados, quoi. Le thriller géopolitique, donc, est en cours d'écriture et en marche, tout simplement. On va essayer de suivre quand même, si vous le voulez bien, messieurs, dames, the money, si j'ose dire. Parce que vraiment, vous êtes toutes et tous des productrices et des producteurs indépendants, jusque-là tout va bien, avec des stratégies de financement qui peuvent aussi être assez diverses finalement. Quelle est la clé du succès aujourd'hui en la matière? Valérie, j'ai envie qu'on démarre pour explorer cette question-là avec vous, notamment par le documentaire. Aujourd'hui, financer une œuvre documentaire, c'est faire preuve de beaucoup d'imagination. Oui. Non, mais pas que ça. Évidemment, il faut réunir énormément de partenaires, puisque l'intérêt sur le documentaire, c'est de pouvoir aller chercher des coproducteurs, enfin les financements français déjà, avec un auteur français ou un auteur international, puisqu'on a 2 circuits qui le permettent. Et effectivement, des financements étrangers. On a la chance en documentaire d'avoir beaucoup de soutien sur des fonds privés internationaux, souvent liés à des festivals d'ailleurs, que ce soit l'IDFA Bertha Fond, le Sundance Film, etc., etc. Donc ça fait partie du circuit qu'il faut aller décrocher, même si nous, les Français, ayant beaucoup de financement, on n'est pas forcément favoris sur ces circuits privés de financement, puisque ces circuits sont plus dédiés aux Américains, pour commencer. Je pense au Sundance Film, au fond du festival de Sundance, et aussi aux réalisateurs ou aux projets issus des pays émergents, ce qui est logique, puisqu'ils ils bénéficient pas de financements auxquels ils n'ont pas accès à des financements comme on a nous. Donc évidemment, c'est différent si on produit un Français et si on produit un étranger. La difficulté, en fait, d'un producteur français, c'est d'avoir une équipe française, un auteur français, un réalisateur français, et de décrocher l'ensemble de ces financements-là. Évidemment, c'est plus facile avec un auteur ou un réalisateur ou une réalisatrice issu d'un pays émergent d'aller réunir l'ensemble de ces financements. Mais c'est vrai qu'en documentaire, on peut réunir plus d'une trentaine de financements. On est sur des modèles qui font penser aussi à l'animation, où il y a énormément de financements qui sont rassemblés. Donc ça passe par ça, et ça passe par les coproductions qui sont donc contraignantes. Elles sont très contraignantes en temps de Covid, parce que je voudrais juste glisser dans ce débat qu'en documentaire, nous ne sommes pas sortis de la crise Covid, contrairement à ce qu'on peut entendre de part et d'autre. On est encore très très soumis à des contraintes de voyage, et donc nos films et les parties qu'on doit tourner dans certains pays sont très contraints par l'agenda des compagnies aériennes et des États qui décident si oui ou non on peut rentrer dans les pays. Donc nous, on a encore des films qui sont extrêmement ralentis. Il y a des zones entières du monde, même si dans la zone Schengen, on peut en grande partie circuler, il y a quand même des zones entières dans le monde où on ne peut pas circuler. Donc je profite de le dire, puisque j'ai quand même le sentiment que tout le monde fait comme si tout ça était terminé, et que donc les aides spéciales Covid ne devaient plus être en cours, alors que dans le documentaire, on a encore vraiment besoin de soutien, parce qu'on a beaucoup de films qui sont très ralentis, voire certains, sur certaines zones, complètement à l'arrêt. On a aussi du mal à faire circuler nos réalisateurs étrangers quand ils sont issus des pays émergents, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc, pour la petite anecdote. Cependant, les coproductions, c'est vraiment aussi la clé du financement du documentaire. Qu'on soit majoritaire ou qu'on soit minoritaire, c'est vraiment essentiel. Et ça, encore une fois, il faut... moi j'insiste là-dessus, on a survécu, je pense, pendant ces 2 années avec des marchés virtuels qui nous ont quand même permis, avec nos partenaires, d'avoir des échanges, de tenir le coup, d'arriver quand même à faire une post-production avec le Canada sans jamais se rendre au Canada, ou avec la Norvège, ou je ne sais quel pays. Il n'empêche qu'un film, et en documentaire en particulier, où on montre des images très tôt, dans la fabrication et la préfabrication du film, on a souvent des images du réalisateur, de la réalisatrice qui sont issues des repérages qui nous permettent de montrer un teaser et donc de donner à voir déjà des éléments du film, les montrer sur un iPad ou sur un iPhone à nos partenaires, c'est quand même pas la même chose que d'être dans un forum. On a eu la chance d'avoir une fenêtre là pour être à Amsterdam, à l'IDFA, et présenter nos films, soit dans une salle qui était à 40%, on va dire, les étrangers, tous les Américains n'ont pas pu venir parce que les restrictions
à Amsterdam ont été décidées une semaine avant ou 3 jours avant l'événement. Mais il n'empêche qu'on a pu montrer, on a un grand écran, on peut montrer des trailers, et donc la qualité cinématographique de la réalisatrice ou du réalisateur déjà donner de l'appétit en fait sur le film. Et c'est vrai que pendant les 2 années où on a travaillé uniquement par Zoom ou Teams ou truc, on a quand même pu montrer des extraits de films qui sont des extraits sur une tablette, et c'est quand même pas du tout la même chose que de les montrer dans une salle avec des éléments de projection. On fait quand même du cinéma, donc on montre des images qui sont fortes. Elles peuvent être belles, elles peuvent être fortes. Et sans les marchés physiques, c'est très très difficile, je pense, pour l'univers du documentaire d'arriver à faire circuler et donner l'envie à ce point de nos œuvres. Voilà. Merci infiniment. Didar, vous vouliez peut-être compléter la réponse de Valérie. Sur l'importance des coproductions, oui. Oui, effectivement. Je pense que, encore une fois, en France, on est quand même très très bien placé pour coproduire avec l'étranger. Je pense qu'il y a un historique de coproduction en Europe qui est très forte, où entre producteurs européens, on a tissé des rapports et des liens très forts, assez complexes, qui nous permettent de coproduire assez facilement. En France, on a, je pense, autour de, je ne vais pas me tromper, mais autour peut-être de 45 traités bilatéraux avec d'autres pays, ce qui est énorme. Et donc, c'est quand même super intéressant de se dire qu'on a ces outils-là à disposition lorsqu'on a envie de coproduire avec l'étranger pour diverses raisons. Alors, ça peut être pour raisons artistiques, parce que tout d'un coup, le sujet l'impose et on tourne dans d'autres pays. Dans ce cas-là, on va chercher un partenaire dans le pays dans lequel on tourne pour les raisons artistiques qui conviennent aux réalisateurs, parce que c'est quand même avant tout notre objectif, c'est de rester quand même cohérent artistiquement. Mais ça peut être aussi pour des raisons financières, parce que les coproductions nous permettent d'accéder en fait aux fonds nationaux de ces pays, d'accéder aussi à une exposition plus grande. Lorsqu'on coproduit avec un pays, on sait que la vie de ce film dans ce pays-là a plus de chances d'avoir lieu, puisqu'on aura un distributeur et qui sera exposé. Ce qui fait que la binationalité en fait, des films donne beaucoup plus d'espace d'exposition à nos films et à nos auteurs. En Europe, il y a aussi une politique européenne qui nous incite beaucoup, qui encadre avec la Convention européenne. On a des fonds comme Eurimage, comme Média. On est quand même très bien placé pour coproduire. Et tout ce modèle européen permet aussi de faire rentrer des non-européens dans nos coproductions. Et par ailleurs, je pense qu'en France, on a aussi des aides pour des coproductions minoritaires qui attirent aussi des réalisateurs étrangers, à l'inverse, qui ne bénéficient pas du tout des mêmes ressources pour produire leurs films et qui viennent trouver refuge en France, parce que par ailleurs, c'est un pays où on regarde l'artistique de manière beaucoup plus importante. On a les fonds comme Cinéma du Monde et des aides minoritaires de certaines régions, comme Île-de-France et d'autres, qui sont des vrais atouts pour nous, producteurs français, pour accompagner non seulement des auteurs français quand ils veulent tourner à l'étranger, mais aussi pour accompagner des auteurs, comme disait Valérie, étrangers, parce qu'ils ont besoin de plus d'argent pour leurs films ou parce qu'ils veulent venir tourner en France. Oui, on a des régions qui soutiennent, je complète, la région Sud aussi soutient les projets en coproduction. De plus en plus. Et ça, c'est quand même très important pour nous, quoi. C'est un puzzle de solutions, si je vous entends bien. Oui, mais finalement, savoir assembler pour que le projet fonctionne à chaque fois, c'est du sur-mesure. Oui, mais où la coproduction, c'est-à-dire partager ensemble la valeur d'un film, ajouter au film aussi des équipes techniques et artistiques venues d'ailleurs, ça fait la richesse du film, et je suis entièrement d'accord sur le fait que ça lui permet de circuler de manière beaucoup plus importante, vraiment. L'association des talents liée à la coproduction, en plus de l'association des financements, c'est un atout énorme pour la circulation du film et sa représentation aussi dans les grands festivals. Je veux dire, il y a quand même très très peu de documentaires, pour parler de documentaires, mais de films d'animation, puisque j'en produis aussi, qui sont présents dans les grands festivals, qui n'ont pas plusieurs producteurs de plusieurs pays.
ça serait une rareté. Mais voilà, donc et même si nous, Français, on a un circuit financier très important, on est obligé, alors là, en animation, c'est carrément obligatoire, on est obligé de s'associer à d'autres pour trouver des solutions artistiques et financières. Mais c'est une chance, hein. Moi, j'adore coproduire, hein. Je veux dire, minoritaire ou majoritaire, je trouve que c'est formidable de ne pas rester avec mon projet, mes petites mains, et de les partager avec d'autres. Je trouve ça vraiment très riche pour le film. Si je vous entends bien, c'est un peu dis-moi comment tu coproduis, je te dirai comment tu seras exposé et finalement quel sera le potentiel international de la carrière de ton œuvre. Alors tous les films en coproduction n'ont pas des belles carrières, mais il y a peu de films qui ont des belles carrières qui n'ont pas eu de bénéficier de coproduction. Toufik, Jean-Christophe et Marine, évidemment, si vous souhaitez rejoindre la conversation à n'importe quel moment, ce sont justement des modèles de coproduction qui vous inspirent pour les œuvres que vous avez en ce moment en développement. Est-ce que ce sont là aussi des modèles qu'il faut savoir doser de façon, encore une fois, appropriée et sur mesure pour servir le film, encore une fois? Jean-Christophe. Moi, je développe actuellement, je suis en train de terminer 3 productions minoritaires avec l'Allemagne et l'Autriche. Et j'abonde tout à fait dans le sens de la richesse de collaborateurs et des créations. Après, mon cœur de métier, c'est de travailler avec des auteurs et des auteurs-réalisateurs essentiellement, donc majoritairement français, puisque des gens qu'on accompagne depuis le début. Et après, c'est un plaisir d'accompagner à côté des auteurs sur qui on a des coups de cœur ou des partenaires producteurs avec qui on a des liens forts. Et je pense que plus le cinéma d'auteur se fragilise dans un sens qui est la tendance, c'est plus les alliances avec des partenaires étrangers sont importantes, mais qui sont moins pour aller chercher du financement que effectivement pour aussi faire exister le film le mieux possible. Et la ministre le rappelait ce matin, désormais les plateformes ne sont plus absentes du financement de la création, puisque de l'audiovisuel au cinéma, leurs obligations en matière de production est assurée par la régulation européenne, transposée en droit français s'il en est. Est-ce qu'il faut continuer à les voir comme les meilleurs ennemis des coprods et de l'exposition de ces œuvres? Comment est-ce que votre rapport est en train de changer vis-à-vis des plateformes? Évidemment, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais est-ce que aujourd'hui vous les intégrez dès le départ, justement, comme non seulement des espaces de diffusion, des fenêtres d'exposition et de carrière internationale pour vos œuvres, de façon beaucoup plus naturelle, si j'ose dire? Jean-Christophe, merci. Je vais commencer par dire juste que les plateformes, pour l'instant, sont des plateformes mainstream. Donc on est plus proche de TF1, entre guillemets, Netflix et TF1. Donc quand on défend du cinéma d'auteur, il n'y a pas de place sur TF1, ce qui est compréhensible, c'est pas leur cible. Donc sur Netflix, il n'y a pas de place pour du cinéma d'auteur. Ou alors c'est des films déjà produits qui rachètent quelques années après en catalogue. Mais donc pour l'instant, c'est pas des partenaires d'une création différente. Ils cherchent plutôt une création uniforme, entre guillemets, pour le plus grand marché possible. Donc je pense que ce qui nous manque comme partenaire, c'est une plateforme, on parlait de Mubi dans le panel d'avant, qui est une plateforme justement orientée vers le cinéma d'auteur. Mais les plateformes généralistes, en tout cas moi sur le cinéma que je défends, n'interviennent pas sur ce type de film. Ouais, un petit mot, parce que j'ai une copro Luxembourg, je vais devoir aller prendre un train. Sur le documentaire, on ne peut pas dire qu'elle se mobilise énormément. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un aspect très mainstream sur les documentaires qu'elles ont financés. Et c'est vrai que ce qu'on fait nous à l'international, pour l'instant, n'a pas une place dingue sur les plateformes. Peut-être que ça changera, mais pour l'instant, le pourcentage des œuvres et des obligations en matière documentaire n'est pas très encourageante pour des gens qui produisent ce que je produis moi. Et sur l'animation, par exemple, est-ce que ça change un peu la donne ou pas du tout? Puisqu'on voit que les plateformes, et Sarah le rappelait tout à l'heure, dans les grandes tendances justement de l'international et du marché, notamment... Oui, non, sur les séries, c'est très important. Après, sur le long métrage d'animation, moi je produis un long métrage en stop motion et en 3D. On va pas souffler des petits verres comme ça qu'on met dans le décor pour que ça soit vu sur un téléphone, quoi. C'est... Enfin... il faut y réfléchir, mais est-ce que c'était la peine de faire un décor où même les verres, ils ont été soufflés par un souffleur de verre pour que ça soit... Et ils sont grands vraiment comme ça.
Donc voilà, c'est une interrogation. Après, c'est aussi à mon distributeur et mon vendeur international de voir quelle sera la fenêtre pertinente, puisqu'il y a peut-être des fenêtres pertinentes avec des plateformes pertinentes. Mais en tous les cas, il y a des films qui s'y prêtent. Sur l'animation vraiment d'auteur, même familiale et auteur, c'est un peu plus compliqué quand même. On fait un dernier tour de panel sur cette question et je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question à Valérie avant qu'elle file prendre son train, c'est maintenant ou jamais si vous voulez vous positionner en fond de cette chaîne. On a encore 6 minutes très précisément, je vous promets, je vous laisse partir à 13h00 Valérie. Dida, vous vouliez justement compléter cette question sur les plateformes. Oui, je pense que on a effectivement beaucoup débattu ces derniers temps de l'importance ou de la méfiance vis-à-vis de ces plateformes aujourd'hui et comment est-ce qu'on pouvait les intégrer à notre système de financement qui est très particulier en France, où on a ce qu'on appelle la chronologie des médias, qui est une spécificité vraiment française. Et je pense qu'en Europe, ce qui est important, c'est qu'on est un peu les premiers à vraiment réfléchir depuis un bon moment comment intégrer en fait ces plateformes dans notre fonctionnement très spécifique auquel on tient absolument, puisque en fait, ce que je racontais tout à l'heure sur la politique culturelle très forte, le fait que on a aussi un système de préfinancement de nos films et une garantie de la distribution salle en amont dans cette chronologie des médias qu'on veut absolument préserver pour préserver justement cette diversité de production, cette liberté aussi de création. Ça évidemment poser beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on intègre ces plateformes qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux? Et aujourd'hui, on a visiblement bientôt trouvé un moyen de les intégrer dans notre chronologie des médias, ce qui peut être une solution intéressante dans la mesure où on va arriver à intégrer ces plateformes et à trouver un moyen de les faire investir à côté de nos partenaires historiques. Et ça, je pense que c'est un pas vraiment intéressant. Toute l'Europe nous regarde. Je pense qu'on va bientôt arriver à la fin des négociations. On est très content parce qu'on vient de signer un accord très important avec Canal+, ce qui va faciliter le reste des négociations avec l'intégration des plateformes. Donc, c'est un moment intéressant. On va voir comment ça se passe. En résumé, aujourd'hui, et on verra quelles sont les évolutions, évidemment, on ne peut pas en juger aujourd'hui, on le verra dans les prochaines semaines et les prochains mois très, très certainement, mais aujourd'hui, vous les intégrez à quelle étape de production exactement et d'export ces plateformes? Et on dit merci évidemment à Valérie qui file prendre son train pour le Luxembourg. Merci encore de nous avoir rejoints sur ce débat et sur ce panel. Aujourd'hui, soit les plateformes financent en amont aux côtés des producteurs des films ou alors ils les achètent une fois terminés via nos exportateurs. Et cette politique d'acquisition d'ailleurs a beaucoup changé. Les exportateurs ont vu au tout début de l'acquisition des plateformes vraiment un espace intéressant pour exporter les films. Et ils ont vu aussi leur politique d'acquisition changer petit à petit. On a cru que c'était un espace où on pouvait vendre des films d'auteur, etc. Ce que Jean-Christophe disait tout à l'heure est effectivement intéressant parce que plus on a regardé l'évolution de cette politique d'acquisition, plus on s'est rendu compte qu'ils étaient de moins en moins intéressés par les films d'auteur. D'où l'importance pour nous, évidemment, de continuer à maintenir notre système de financement qui est quand même garant de cet espace de diversité, de liberté, qui est crucial pour nous producteurs, quoi. Et on a vu que l'univers des streamers eux-mêmes est en train de bouger beaucoup. On a vu l'arrivée massive, justement, et le lancement de plusieurs services de streaming et d'SVOD, notamment cet automne, et là est lancé de façon effective au mois de janvier avec des desiderata finalement très différents, mais quand même une bonne nouvelle, l'envie d'aller chercher les talents et d'aller chercher le marché européen et les audiences européennes qui vont avec. Surtout, ça aussi, ça peut vous inspirer justement pour essayer au fur et à mesure de trouver des terrains d'entente avec ces acteurs-là. Tout le monde me regarde. Bah oui, tout fixe. Non, mais les terrains d'entente sur les plateformes. De toute façon, sur la question des plateformes, il y a déjà l'envie de la production et du metteur en scène de savoir si son projet il veut le faire vivre là sur une plateforme ou au cinéma. Moi j'ai déjà fait un original Netflix, Banlieusard, qui était aussi une envie de Leila Si et Kerry James
pour leur film d'être sur la plateforme Netflix. Ça s'est très bien passé derrière. Tout était, voilà, je pense que c'est un truc de sensation. Nous, producteurs et réalisateurs et réalisatrices, se dire, on a envie vraiment de faire éclore ce projet sur une plateforme ou essayer d'aller directement en salle, au cinéma. Et comment ça va se passer, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on touche tellement pas la plateforme cherche des abonnés. Le cinéma, c'est on fait payer un ticket à un spectateur. Et pour moi, tout se joue à cet endroit-là, jusqu'à ce que en fait la personne, quand elle s'abonne ou elle va au cinéma, décide d'y aller pour telle ou telle œuvre. Et ça va être très intéressant de voir tout ça, mais la plateforme, là, aujourd'hui, elle est essentiellement, comme dit Jean-Christophe, on est sur de la télé, ou on est sur des projets plus cadrés. C'est moins ce que nous, on essaye de faire en cinéma. Quand je parlais de la liberté tout à l'heure, je ne dis pas qu'elle nous les enlève, mais elle a un cahier des charges qui est déjà en place. Au cinéma, on n'a pas de cahier des charges. C'est ça qui est beau, c'est qu'on est des artisans purs à tous les endroits, à tous les niveaux. Des écrans et des envies, si je vous entends bien, différentes. On voyait aussi tout à l'heure quand même dans les chiffres qu'évoquait Sarah, que notamment, alors je me permets de faire l'avocat du diable, mais que notamment certains films pouvaient rattraper des carrières qu'ils n'avaient pas eu en France à l'international. On le voyait avec Enfants gâtés notamment, qui aujourd'hui, dont les droits évidemment internationaux ont pu être vendus à Netflix et qui n'est pas disponible sur la plateforme française, je le rappelle en ce moment, mais qui du coup réussit à cartonner dans 30 pays, si je ne dis pas de bêtises, en simultané. Donc on se rend compte aussi que c'est quand même une chance pour certaines œuvres, je ne dis pas toutes, mais certaines, qui peuvent à ce moment-là aller rencontrer des publics différents. J'ai envie de boucler ce débat, s'il n'y a pas de questions de votre part, car je ne vois personne se précipiter sur les micros en fin de salle. Ah, Serge aura une question, mais alors du coup, il va falloir apporter un micro à Serge, je ne sais pas s'il nous en reste un. Oui, il nous en reste un, c'est formidable. Petite transition peut-être avec vous, Marine, justement, quand on entend ces envies et ces désirs d'écran différents, parce qu'il y a des différents publics à aller chercher, vous dites quoi en tant que réalisatrice? J'ai envie d'aller chercher finalement, de lancer ce dialogue, cette discussion avec mes audiences, quel que soit l'écran. Ce qui est sûr, c'est que pour un réalisateur, le pire, c'est que son film ne soit pas vu. Ça, c'est très clair. Donc... étant donné la situation assez complexe depuis quelques années dans la production française, qui quand même peine notamment à produire ce qu'on appelle des films du milieu, c'est-à-dire des films qui ont un petit peu nécessité d'avoir un budget conséquent sans être dans des chiffres énormes, mais bon, quand même, qui peinaient à donner de la visibilité à ces films. Bien sûr que l'arrivée de nouveaux entrants potentiellement capables de produire notamment des films de cette tranche-là, c'est extrêmement intéressant. Et l'exposition à l'international que ça permet, évidemment que c'est une aubaine hyper enthousiasmante. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la réalité de la fabrication des films aujourd'hui avec ces plateformes. En fait, ces plateformes aujourd'hui qui nous arrivent, elles sont américaines. Et donc, elles sont construites, pensées sur le mode de fabrication issu des studios ou de la télé américaine. Elles se sont calquées sur les mêmes modèles. Et ces modèles-là ne sont pas tellement compatibles avec la liberté d'expression du cinéma indépendant qui est l'incarnation du cinéma français dans sa spécificité, on va dire. Donc là, se posent des questions pour les réalisateurs de savoir comment on fait, comment on discute avec ces nouveaux interlocuteurs. Alors pour les gens qui font du cinéma assez populaire, commercial, qui ont envie surtout de trouver une visibilité à leur film, mais qui sont prêts peut-être à avoir moins d'originalité dans leur démarche, ou alors qui sont prêts à rentrer dans ce moule américain, c'est-à-dire de perdre le final cut, de ne pas décider du casting, d'être malgré tout pris dans une machine industrielle assez contraignante, parce que moi j'ai beaucoup parlé avec des réalisateurs qui ont travaillé pour des plateformes américaines, que ce soit en série ou en unitaire. On m'a rapporté quand même des modes de fonctionnement qui sont très différents des nôtres et qui sont souvent assez violents. J'ai entendu des réalisateurs sortis de leur salle de montage,
des techniciens mis sous pression très très fortement pendant la fabrication. Enfin, donc c'est des modes qui ne sont pas les nôtres a priori, même si bien sûr dans nos schémas aussi à nous de production il y a des tensions et il y a des modèles de films qui sont aussi avec des contraintes très fortes. Mais c'est quand même un schéma qui a priori n'est pas le nôtre. Et du coup ça nécessite une adaptation et je pense un dialogue à trouver avec ces nouveaux interlocuteurs pour que chacun puisse trouver ses marques ou pas. Mais pour le cinéma indépendant, qui est quand même plutôt moi mon sillon aussi, je pense qu'il y a un espoir très fort qu'au fur et à mesure du nouvel équilibrage de ce mode de visionnage de films et de fabrication, il y a un espoir très fort d'une attente d'une plateforme en fait européenne qui vienne répondre un peu plus à nos modes de fonctionnement. Et a aussi une capacité de production et d'achat de catalogues des productions européennes. Parce qu'aujourd'hui, quand une plateforme américaine achète un film français, elle a la main sur le catalogue. C'est-à-dire que la France perd aussi la main sur le catalogue de ses productions nationales. Ça pose aussi beaucoup de questions. Donc voilà, il y a des opportunités très intéressantes qui s'ouvrent. Je pense que ça permet une pluralité de films de sphère qui est évidemment hyper intéressante pour les réalisateurs et les producteurs. Mais après, il y a un échiquier qui est en train de se dessiner, qui pose plein de questions. Et il faut que chacun essaie d'avancer pour trouver ses marques, parce que l'idée, c'est pas de se faire écraser et de répondre en fait à une politique américaine de développement des productions qui correspond pas forcément à nos désirs à nous. La tectonique des plaques de la création et de la production, vous en parlez tout à l'heure évidemment, et ça me fait penser notamment à l'initiative d'un producteur allemand qui est en train de sonder justement l'opinion européenne pour voir s'il serait possible de créer un studio pan-européen et la plateforme qui va avec évidemment derrière. Serge, vous aviez une question pour nos invités. Oui, vous avez parlé de l'importance de la coproduction et je voulais savoir si vous, les trois producteurs qui sont sur scène, est-ce que vous sentez pressentez ou sentez un fléchissement de l'investissement des pays voisins? Parce que la crise du Covid est très forte. Elle a un impact très fort en Allemagne, en Italie, en France aussi, bien sûr. Est-ce que vous sentez, comment vous voyez les 5 prochaines années? Est-ce que vous sentez que la coproduction sera toujours aussi un élément essentiel pour produire les films que vous avez envie de produire? Je ne parle pas des plateformes, je parle vraiment de vos partenaires habituels, si vous voulez. Moi, j'ai l'impression que l'enthousiasme des coproducteurs potentiels est toujours là. On a toujours très envie de travailler ensemble, d'accompagner nos auteurs. Ce qui a été compliqué ces 2 dernières années, c'est évidemment la panne de toute la chaîne de distribution, la fermeture des frontières, l'impossibilité de se déplacer, d'envoyer nos techniciens tourner dans d'autres pays. Après, on s'est vraiment confronté à beaucoup de problématiques concrètes, comme racontait Valérie tout à l'heure. On a dû faire des post-productions de films sans que les réalisateurs soient présents. Après, en tant que producteur, on est toujours très créatif, donc on est assez résistant et on trouve toujours des solutions. Après, c'est pas toujours idéal ce qu'on a réussi à mettre en place ces 2 dernières années, mais évidemment, pour tous les tournages qu'on a à l'avenir à l'étranger, se pose la question de l'assurance. En France, on a été quand même vraiment aidé dans ce sens-là, puisque le CNC a mis en place un fonds d'indemnisation des tournages très rapidement, ce qui nous a permis de recommencer à tourner très rapidement. On a été l'un des premiers à avoir ce fonds. Ce fonds, aujourd'hui, nous permet de tourner en France et dans l'espace Schengen, mais en dehors de ces territoires, c'est toujours compliqué d'avoir des tournages à l'étranger où la question de l'assurance se pose vraiment. Et effectivement, quand les frontières ferment, c'est difficile de circuler. Donc il faut arriver à être créatif là-dessus quand on veut tourner en dehors des frontières. Et il y a des règles assez strictes dans les coproductions à mettre en place, de dépenses, de circulation. Donc il faut que tous, ensemble, dans une réflexion collective, on arrive à être assez flexible dans ces moments de crise. On vient d'avoir la crise la plus importante depuis très très longtemps dans le cinéma et dans le cadre de la coproduction et de l'international. Il faut, je pense, qu'on regarde ce qui s'est passé ces 2 dernières années, qu'on en tire vraiment des conclusions, qu'on soit flexible à l'avenir, puisque ce virus est quand même là pour rester quand même un peu. Et on a envie de continuer
à coproduire autant qu'avant, et c'est important aussi de trouver des solutions, je pense, pour les festivals, pour tous les événements physiques qui font que nos films rayonnent à l'international. Il faut qu'on continue à penser international de manière collective, malgré la crise, c'est sûr. Jean-Christophe et Toufik. Non, mais moi, pour ajouter un mot, dire oui, on est fragilisé, mais nous trois producteurs indépendants, on est habitués à travailler dans des petites économies, on est habitués à travailler avec des contraintes fortes. On est là repoussé bien dans nos limites, et c'est pas un plaisir évidemment, mais ça fait partie de, je pense, c'est de la survie, c'est pas le mot, ça fait partie de nos métiers. On dit que c'était mieux avant, c'est différent, les économies bougent, il y a des plateformes. Là, il y a un virus qui enduit sur tout le monde. On a la chance plutôt d'avoir une politique européenne, l'impression de, en tout cas, peut-être pas européenne, mais en tout cas une politique française et dans des pays qui défendent encore le cinéma, d'avoir maintenu ça. Et on a des partenaires qui se défendent aussi. Après, on est fragilisé, mais je pense qu'en même temps, quand on est fragilisé, on se renforce aussi à d'autres endroits. On se renforce dans ses croyances, on renforce l'objet cinéma, on renforce sa différence. Voilà. Donc, il faut plutôt essayer d'être positif, parce que de toute façon, le contexte est toujours un peu contre nous, mais c'est le principe du cinéma indépendant. Toujours être positif. Toufik, le dernier mot. Non, mais avec par vous. rapport au fléchissement, sur cette partie, il y a cette partie de la coproduction. Après, ce qui va être très important, c'est le réel marché dans chaque pays. C'est-à-dire, il y a la coproduction juste sur la question de l'exécutif, il y a la coproduction dans laquelle les pays cherchent à essayer d'avoir des recettes chacun. Et je pense que oui, dans certains pays, les marchés sont compliqués en ce moment, même nous en France, sur les films qui sont vus par le public, et que là, oui, il y a une inconnue dans laquelle on sent qu'il peut y avoir des engagements un peu différents, parce que, comme nous en France, entre trouver notre distrib, etc., et de l'autre côté, ce qu'eux doivent arriver à faire. C'est vrai qu'avec cette crise-là, on sent que voilà, c'est pas, voilà, il y a des vrais inconnus là-dessus. Oui, et puis je pense que juste l'inquiétude aussi, c'est que il y ait moins de diversification par rapport au type de films qui s'exportent, qui se vendent et qui se distribuent partout dans le monde. C'est-à-dire que les distributeurs, dans leur politique d'acquisition, vont être beaucoup plus frileux. Évidemment, il faut attendre qu'ils aient le temps de racheter des films, puisqu'ils en ont tellement à distribuer, qu'aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour eux de s'engager sur des nouveaux projets. Ça, c'est la problématique du moment. Mais la problématique, c'est qu'ils vont essayer de réfléchir, peut-être à aller vers des projets qui sont soit des projets à des plus petits budgets, ou soit des gros projets, des auteurs très confirmés, avec du casting, qui sont des films événements, ou des films qui ont eu une carrière intéressante dans un festival et des prix. Et donc, la problématique pour nous, c'est qu'il n'y ait plus de place pour les films du milieu, et qu'on soit sur les tout petits films, soit sur les gros films. Et donc ça, il faut être vigilant par rapport à ça, quoi. Vigilants, nous le serons, et des bâchures évidemment tout à l'heure avec optimiste. nos offres d'invités. Mais optimiste évidemment, toujours Didar. Merci infiniment Didar, Toufik, Jean-Christophe et Marine. Merci Serge pour votre question.